Tout a commencé quand j'ai assisté au procès Eichmann à Jérusalem. Dans mon rapport, je parle de la banalité du mal. Cette expression ne recouvre ni thèse ni doctrine, bien que j'ai confusément senti qu'elle prenait à rebours la pensée traditionnelle, littéraire, théologique, philosophique, sur le phénomène du mal. Le mal, on l'apprend aux enfants, relève du démon. Il s'incarne en Satan ou Lucifer, l'ange déchu dont le péché est l'orgueil. Cette superbia dont seuls les meilleurs sont capables, ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent être comme lui. Les méchants, à ce qu'on dit, sont mus par l'envie. Ce peut être la rancune de ne pas avoir réussi sans qu'il y aille de leur faute, Richard III, ou l'envie de Caïn qui tua Abel parce que Yahvé porta ses regards sur Abel et vers son oblation, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Ils peuvent aussi être guidés par la faiblesse, Macbeth, ou au contraire par la haine puissante que la méchanceté ressent devant la pure bonté, ou encore par la convoitise, source de tous les maux. Cependant, ce que j'avais sous les yeux, bien que totalement différent, était un fait indéniable. Ce qui me frappait chez le coupable, c'était un manque de profondeur évident. Et tel qu'on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu'au niveau plus profond des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu'on jugeait alors, était tout à fait ordinaire. Comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n'y avait en lui trace ni de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne. Et la seule caractéristique notable qu'on décelait dans sa conduite passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l'avaient précédé était de nature entièrement négative. Ce n'était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale, il se comportait aussi bien qu'il l'avait fait sous le régime nazi, mais en présence de situations où manquait ce genre de routine, il était désemparé. Et son langage bourré de clichés produisait à la barre, comme visiblement autrefois pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés, phrases toutes faites, codes d'expression standardisés et conventionnels ont pour fonction reconnue socialement de protéger de la réalité. C'est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent à l'attention de par leur existence même. On serait vite épuisé à céder sans cesse à ces sollicitations. La seule différence entre Eichmann et le reste de l'humanité est que, de toute évidence, il les ignorait totalement. Hannah Arendt. Explicite où elle tente de s'expliciter sur un concept qu'elle a avancé en 1963 après avoir assisté au procès de Eichmann à Jérusalem. Quelques éléments avant d'entrer dans la lecture, la tentative de compréhension de ce concept, donc la banalité du mal, dont vous avez sans doute tous plus ou moins entendu parler. Un concept à la fois qui parle à tout le monde et qui en même temps, on va le voir, mérite d'être approfondi. Parce que Arendt ne veut évidemment pas dire que Eichmann que c'est un crime banal. C'est tout le contraire. On va essayer de le comprendre. Quelques éléments avant donc de rentrer avec vous dans la lecture, le déchiffrement de ce texte et les questions qu'il peut nous faire surgir, certainement en dehors du contexte de Eichmann. C'est un concept de la banalité du mal qui parle aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. On va essayer de comprendre en quoi est-ce qu'il peut nous parler ou pas. Mais quelques éléments d'abord de contexte donc sur Hannah Arendt et sur ce texte, sur ce concept, la banalité du mal. Donc vous connaissez peut-être sans doute Hannah Arendt, c'est une des philosophes aujourd'hui qu'on étudie. On a mis longtemps, jusque dans les années 80, on l'a considérée un peu comme une journasophe, une philosophe journaliste qui n'était pas tout à fait dans le monde académique. Elle est née en
Allemagne en 1906, elle est morte en 1975, de famille juive laïque. Elle a fait ses études de philosophie en Allemagne auprès des plus grands, Husserl, Heidegger, Jaspers. Elle a même eu une aventure sentimentale avec Heidegger, qui était à l'époque assez jeune, mais qui allait devenir le grand philosophe du renouveau de la phénoménologie, mais qui allait aussi se compromettre gravement avec le régime hitlérien, devenant pendant un bref laps de temps président d'une université et donnant quelques gages, même philosophiques, au discours du régime avant de démissionner. Donc Hannah Arendt a vu non seulement Heidegger, la compromission de Heidegger, de proclamer des intellectuels allemands avec le nazisme, ça l'a dégoûté définitivement un peu des philosophes professionnels. Elle ne se considérait pas comme une philosophe, mais plutôt comme une penseur du politique. Elle s'est mariée en Allemagne, elle a eu un premier mariage dans les années 30 avec Günther Anders. Elle est arrêtée en 1933 parce qu'elle avait une activité, elle essayait de faire connaître les publications nazies, etc. dans les années 30. Elle est arrêtée et avec son audace, elle parvient à s'échapper, elle tient tête à son interrogateur, c'est une femme assez audacieuse. Elle parvient à s'échapper, elle fuit à Prague et puis à Paris où elle vit jusque dans les années 40. Elle a un deuxième mariage après avoir divorcé avec Heinrich Blücher qui sera jusqu'à la fin de sa vie son compagnon, son mari. Elle reste jusqu'en 40 en France et elle fuit en 41 en passant par l'Espagne aux États-Unis où elle acquérera la nationalité américaine, devenant une citoyenne très active, très critique, une très grande professeure. Elle publie dès 1951 son premier grand livre qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », une des premières tentatives de conceptualiser ce qu'avait été le surgissement du nazisme et sa comparaison, une des premières tentatives de comparer le nazisme et le stalinisme. C'était en 1951. En 1958, son grand ouvrage philosophique « Human Condition », qu'on traduit par la condition de l'homme moderne pour le distinguer de la condition humaine de Malraux. Et puis, en 1960, elle apprend, alors qu'elle est une philosophe qui a pignon sur rue, qui intervient dans les revues, dans la presse, qui commande l'actualité, elle apprend l'arrestation en 1960 en Argentine de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann qui avait été un des rouages essentiels du génocide, puisque c'était lui qui avait été responsable de l'organisation matérielle de la déportation, en mettant en place notamment l'organisation par les trains, la déportation par les trains des Juifs d'Europe. Et donc les services secrets israéliens identifient Eichmann qui avait fui en Argentine sous un autre nom, l'arrête, le neutralise, le ramène à Jérusalem et monte le premier grand procès par lequel, c'est le Nuremberg d'Israël, si on peut dire, par lequel Israël va juger au nom des Juifs, dont cet État est le représentant, va juger le génocide et la Shoah. Elle se sent requise, elle dit « j'ai écrit sur ces événements, j'ai perdu une partie de ma famille dans ce désastre, dans cette catastrophe, mais je n'ai jamais été côtoyée, je n'ai pas été à Nuremberg, je n'ai jamais vu les criminels, je veux les comprendre, je veux les voir ». Et elle vient à Jérusalem, elle va assister pendant plusieurs mois, elle ne suivra pas tout le procès, elle va assister pendant plusieurs mois à ce procès de Adolf Eichmann, et elle va rédiger dans le New Yorker de l'époque, qui existe toujours, qui est un magazine revue aux États-Unis, elle va livrer en 3 livraisons ce qui deviendra un livre qui sera Eichmann à Jérusalem, sous-titré « Essai sur la banalité du mal ». Un essai qui va faire une bombe, un scandale, pour 3 raisons. Raison politique, raison morale et aussi une raison philosophique. Une raison, je dirais d'abord politique, c'est qu'elle mène, en faisant le récit de ce procès, elle fait une critique assez virulente de la manière dont l'État d'Israël, le jeune État israélien, tente, selon elle, d'instrumentaliser le procès d'Eichmann et en faisant le représentant non seulement de l'Allemagne nazie, un des rouages de l'Allemagne nazie, mais en faisant de manière plus ample le produit d'une histoire immémoriale de l'antisémitisme et qui donne sens à la création de l'État d'Israël. Puisque depuis 2000 ans, nous pourchassons, donc l'État est légitime, donc ce procès, il y avait une sorte d'auto-légitimation. Or, Hannah Arendt n'avait eu de cesse
dans les origines du totalitarisme, de montrer que l'antisémitisme moderne n'a rien à voir, et c'est pour ça que les Juifs ne l'ont pas compris, d'ailleurs quand ça leur est tombé dessus, n'a rien à voir ou peut avoir avec l'anti-judaïsme religieux qui remonte de nature chrétienne, qui était présent au Moyen-Âge. Il est séculier, il est racialisant, il est biologique, toute chose nouvelle qui tranche, et on ne peut pas l'inscrire dans la grande persécution historique. Enfin, il faut faire des distinctions. Pour Hannah Arendt, penser, c'était distinguer. Donc, une critique de l'instrumentalisation du procès. Deuxième élément dans ce livre qui a participé au scandale, un élément plus problématique, c'est que Hannah Arendt raconte les témoignages, raconte le procès et fait porter une accusation sur ce qu'on appelle les conseils juifs, c'est-à-dire qu'on fait revenir les témoins, et Eichmann avait été en contact avec les représentants des conseils juifs dans toute l'Europe, dans toutes les villes d'Europe. Il allait voir ces représentants pour leur demander les listes des juifs de telle ou telle ville, pour voir comment est-ce qu'on allait organiser cette déportation, et Hannah Arendt ira jusqu'à utiliser le mot de collaboration en mettant en cause les représentants de ces autorités, en disant ils ont participé sans le savoir, sans le mesurer plutôt l'ampleur de ce à quoi ils participaient. Ils ont, et c'est toute la perversité de ce crime, c'est d'avoir confondu les bourreaux et les victimes et fait même participer les victimes à leur propre extermination. Le scandale vient, c'est donc ce mot de collaboration. Il sera dans la deuxième traduction du texte un peu plus précise, elle parlera plutôt de coopération, mais c'est une accusation lourde, elle accuse les siens en quelque sorte, alors que c'est le procès qui est censé les réunir. Et puis troisième polémique, qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est une polémique philosophique. Donc elle avance ce concept de banalité du mal, faire de Eichmann un des rouages, on croyait tenir le rouage, le mal, l'incarnation même du mal. Elle dit c'est une figure banale. Que veut-elle dire? On va essayer de le comprendre. Elle ne veut certainement pas dire que le crime est banal. Ce qui la sidère tout de suite quand elle assiste au procès, c'est la manière dont Eichmann se justifie. Il parle du fait qu'il dit j'ai obéi aux ordres, j'ai fait ce qu'on me demandait, quiconque à ma place aurait fait ce que j'aurais fait. Il ira même jusqu'à dire, c'est quand même assez surprenant, il ira même jusqu'à dire qu'il s'est comporté comme, et ça dans l'oreille de Hannah Arendt ça a tout de suite résonné, comme selon les principes de la morale kantienne, c'est-à-dire que dois-je faire dans une situation pour qu'un, eh bien je dois faire ce que tous les autres feraient à ma place, universaliser la maxime de mon action. Voilà, il y avait quelque chose qui la surprenait, c'est-à-dire à la fois il disait, il ne se sentait pas du tout coupable, il disait j'ai obéi aux ordres, j'ai fait ce que tout le monde devait faire, j'ai bien fait mon travail, ira même-t-il jusqu'à dire, et elle disait il y avait un écart total entre l'énormité du crime et la médiocrité de ce personnage. Et c'est ça qu'elle va essayer de comprendre, la banalité du mal, cet être banal, médiocre, qui est un petit rouage du système, et pourtant qui a produit un des plus grands mots, une des plus grandes figures du mal qu'on ait rencontré. Et on va s'en rendre compte, essayer de comprendre à quoi tient cette médiocrité, qui n'est pas de la stupidité. C'est quoi cette attitude, Et elle ira jusqu'à dire, ben voilà, la banalité du mal, c'est quand on renonce à penser ce qu'on fait. Et donc, sous la banalité du mal, on va le voir dans le texte, il y a l'enjeu de, est-ce que la pensée serait au fondement de la moralité? Quel est le rapport entre penser et agir pour le bien ou agir pour le mal? Donc c'est un enjeu, vous voyez, à la fois philosophique, c'est celui sur lequel on va se concentrer. Je répondrai, si vous le voulez, aux questions, aux accusations qui ont été portées contre Arendt. Il est vrai que le texte, on a aussi reproché la tonalité. Le texte Eichmann à Jérusalem est un texte assez comme elle est, c'est-à-dire elle y va, elle était très audacieuse, et on lui a reproché la tonalité, elle a désembardé un petit peu, en particulier sur la question de la coopération des conseils juifs. Elle dit si elle va jusqu'à faire des hypothèses historiques qui sont révélées un peu pas tout à fait exact, si les conseils juifs n'avaient pas coopéré, on n'aurait pas eu autant de crimes, etc. Alors que c'est pas tout à fait sûr, mais bon. Donc on peut rentrer dans la question historique. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir ensemble, comprendre d'abord ce concept en lisant la manière dont elle s'en explicite, parce que donc, je vous ai, dernier élément, je vous ai soumis un texte de la vie de l'esprit, et non pas du texte initial, du récit du procès qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est ultérieurement, elle essaie de s'expliciter sur ce concept. Dans le Eichmann à Jérusalem, c'est dans les quelques pages conclusives qu'elle émet cette hypothèse de la banalité du mal. Et cette
plus tard, vu le scandale que ça a déclenché, qu'elle essaye de se justifier. Et donc c'est un texte un peu plus philosophique qui vient après. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Y a-t-il, avant que nous ne reprenions donc le déchiffrement de ce texte, des questions, des interrogations? N'hésitez pas. Pensez quand j'ai assisté au procès Eichmann à Jérusalem. Dans mon rapport, je parle de la banalité du mal. Cette expression ne recouvre ni thèse, ni doctrine, bien que j'ai confusément senti qu'elle prenait à rebours la pensée traditionnelle, littéraire, théologique, philosophique, sur le phénomène du mal. Le mal, on l'apprend aux enfants, relève du démon. Il s'incarne en Satan, ou Lucifer, l'ange déchu dont le péché est l'orgueil. Cette superbia dont seuls les meilleurs sont capables. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent être comme lui. Les méchants, à ce qu'on dit, sont mus par l'envie. Ce peut être la rancune de ne pas avoir réussi sans qu'il y ait de leur faute, Richard III, ou l'envie de Caïn qui tua Abel parce que Yahvé porta ses regards sur Abel et vers son oblation, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Ils peuvent aussi être guidés par la faiblesse, Macbeth, ou au contraire par la haine puissante, que la méchanceté ressent devant la pure bonté, ou encore par la convoitise, source de tous les maux. Voilà. Alors, justement, comme vous le dites très bien, que la Bible raconte une explication, en somme, du mal. C'est parce que, une question de jalousie, il n'a pas reconnu, et donc j'ai des raisons, et donc c'est une quête de justice, le premier crime de l'humanité. Et donc le mal s'explique. C'est incompréhensible que Dieu ne soit pas juste, ça c'est le mystère. Mais que l'homme produise le mal, ça a une cause, c'est une explication. Et c'est les explications c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est essayer de comprendre le mal. D'où il vient, comment s'en prémunir, sachant d'où il vient. Or, ce que Arendt essaie de dire, c'est que justement, toutes les figures dont nous disposons dans notre patrimoine, elle dit littéraire, théologique et philosophique, qui ont construit notre boîte à outils éthique pour le comprendre, mais aussi pour s'en prémunir, lui semblait à elle les reparcourt, elle lui semblait inadéquate pour comprendre la nouvelle figure du mal qui avait surgi avec le fonctionnaire totalitaire, qui n'est pas quelqu'un qui était dans les camps. Eichmann a rendu une fois visite à un camp de concentration. Il a eu un malaise, on comprend. Mais c'était un fonctionnaire zélé, c'est lui quand même qui a organisé, vous imaginez ce que c'est, organiser la déportation de plusieurs millions de personnes à travers toute l'Europe, mettre en place les trains, etc. Tout cela, on ne s'en rend jamais compte, tout cela pour un crime qui n'a jamais fait l'objet d'une déclaration publique. Donc vous avez des milliers de fonctionnaires qui ont mis en œuvre une machine, alors qu'aucun ordre... Eichmann était présent à la conférence de Wannsee quand la décision de l'extermination avec les nazis, imaginez à un moment donné la déportation à Madagascar ou ailleurs, et à un moment donné, ils ont pris la décision à Wannsee de l'extermination. Eichmann est le secrétaire de la conférence de Wannsee, donc il est tout à fait au fait, mais tous ceux qui lui obéissent, on ne leur a jamais dit quelle était la fin de cette opération. Or, c'est une opération en termes de gestion gigantesque. Voilà un mystère. Donc une figure du mal énorme, une figure du mal qui passe par toute une série de rouages et qui n'obéit pas à nos canons, si je puis dire, traditionnels. C'est ça la question qu'elle soulève exactement. Oui. On est face à un procès que tout le monde, toute la presse mondiale est là, etc. Et vous avez une jeune philosophe qui arrive et qui dit en réalité, nos outils moraux et même juridiques ne sont pas adéquats pour comprendre cela. La question, c'est pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Caïn et Abel précisément. Oui, dans, le texte, mais dans le deuxième texte, elle avait dans le deuxième texte, elle essaie de justifier. Ouais, elle va pas assez loin, c'est ça. D'accord, mais bon,
Tout de même, elle donne quelques figures. Elle dit, bon, il y a Caïn et Abel, vous avez raison, il y a Macbeth, la figure de la faiblesse et de la jalousie, il y a la faiblesse de la haine avec Iago, donc des figures plutôt littéraires, mais il y a aussi Billy Budd, je ne sais pas si vous connaissez ce très beau récit de Melville, où Billy Budd, la haine de Claggart. Claggart, c'est un personnage il voit Billy Budd qui n'est que bonté, et ça a beaucoup intéressé à Arène, parce qu'elle disait, pour répondre à votre question, dans un texte, elle est rentrée beaucoup plus précisément dans la question de Caïn et Abel, à l'occasion de ce décryptage sur le texte de Billy Budd de Melville. Et là, elle dit c'est étonnant parce que imaginons que ce soit l'inverse. Imaginons que ce soit le mal qui ait tué la figure de la bonté pure. Et c'est le récit de Billy Budd, c'est-à-dire c'est Claggart, capitaine dans un bateau, qui ne supporte pas Billy Budd parce que Billy Budd est la bonté absolue. Et il dit, et Arendt dit, ben, voilà, un récit inversé, ça ne change pas grand-chose parce que le bien et le mal absolu sont voués à se détruire. C'est des questions auxquelles elle est venue. Mais ici, je vous demanderai de vous concentrer un petit peu sur l'argument de Arendt, qui là me semble, moi, assez clair. Elle parcourt les figures, les personnages conceptuels, littéraires, culturels que nous avons en tête du mal. Macbeth, cette haine, cette jalousie. Et elle dit ça ne correspond pas du tout au personnage, au falot, bureaucrate, médiocre, stupide. Au moins, Macbeth, il a une certaine grandeur dans son mal. Là, j'avais un type médiocre qui sortait des clichés, des phrases toutes faites sur les types de population. Et pourtant, ce type-là a été responsable du plus grand. Comment se fait-il? Comment ça est compatible? Voilà l'argument qu'elle essaye d'avancer. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, voilà. Et ça se passait bien, il avait organisé un truc, il avait été responsable avant de s'occuper de la déportation en Autriche. C'est comme ça que l'Autriche était vidée de 60% des Juifs. Il avait mis au point, il était très fier, une organisation. On convoquait un père de famille juive le matin, et il passait à travers toute une série de bureaux, pour son compte en banque, pour sa pension, pour sa retraite, et il sortait, et il n'avait plus rien. C'est-à-dire que tout avait été, son sort administratif, citoyen, politique avait été réglé. Son seul espoir, c'était de partir le plus tôt possible, parce il n'était plus propriétaire. Mais Eichmann était très fier, non pas d'avoir infligé à cette personne-là du mal, ou de se venger de quelque chose, de l'organisation. Vous imaginez, j'avais mis au point, et tous les bureaux étaient reliés, les dossiers circulaient, c'était une efficience. Ça, mais il n'était pas non plus... Alors, Arendt a un peu poussé, c'est ce qu'on lui a reproché, le fait qu'il dit oui, il n'était même pas réellement un fanatique antisémite. Il y a eu quelque chose de l'ordre aussi dans le procès où Eichmann a surjoué le fait j'ai obéi aux ordres, c'est une manière de défense, c'est une stratégie de défense. J'ai obéi aux ordres, donc ma peine va être moindre. Les témoignages qui nous reviennent de cette époque-là, c'était qu'il était quand même assez, non pas dans une haine personnelle vis-à-vis des Juifs, mais il considérait que les Juifs étaient responsables du désastre de 14-18, comme beaucoup de nazis et d'Allemands de cette époque-là, et que donc c'était une haine contre, c'était une manière pour l'Allemagne de se défendre, c'était une autodéfense. Mais néanmoins, la manière dont il raconte au procès l'organisation qu'il avait mis en place en Autriche, c'est la rationalité. Il était fier de ce qu'il avait mis au point. Voilà, alors on va peut-être... Ce que j'avais sous les yeux, bien que totalement différent, était un fait indéniable. Ce qui me frappait chez le coupable... C'est pas grave. Ce qui me frappait chez le coupable, c'était un manque de profondeur évident. Et tel qu'on pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu'au niveau plus profond des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux. Mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu'on jugeait alors, était tout à fait ordinaire. Comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n'y avait en lui trace ni de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne. Et la seule caractéristique notable qu'on décelait dans sa conduite passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l'avaient précédé, était de nature entièrement négative. Ce n'était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Alors, quels sont les mots, les concepts, les termes qui vous retiennent? On ne pouvait faire remonter le mal qui organisait ses actes jusqu'au niveau plus profond des racines. Ce terme de racine est intéressant. Un élément
de précision philosophique. Le grand texte qu'Hannah Arendt avait écrit au sortir de la guerre pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et mettre un mot, le totalitarisme, les origines du totalitarisme, se conclut par un concept. Elle dit voilà, nous sommes face au mal ce que Emmanuel Kant appelait le mal radical, les racines radicales. Et elle n'avait pas encore rencontré Eichmann à l'époque. Et le mal radical, c'est un concept qui vient de Kant. Et qu'est-ce que ça veut dire chez Kant, dans les principes éthiques de Kant? Kant parle du mal radical pour dire ceci, c'est que il définit la liberté, l'homme, par la capacité qu'il a, l'autonomie, la capacité qu'il a à édicter ses propres normes. Il dit la moralité, c'est ce qu'on apprend à tous nos enfants, c'est ne fais pas ça parce que si tout le monde le faisait, ce serait la catastrophe. Donc sois capable de te dire qu'est-ce que les autres, donc sois capable, c'est ce que la morale pour Kant, c'est universaliser la maxime de son action. Que la maxime de ton action puisse devenir un principe universel de l'humanité. C'est exactement ce qu'on apprend. Kant ne prétendait pas inventer la morale, il prétendait exprimer la morale commune de tout le monde. Ça, c'est la morale. C'est comment est-ce que j'atteins une forme de bien, comment j'évite le mal. Mais Kant disait, le gros problème de l'homme, c'est que cette capacité éthique qu'il a, de se retenir, de s'abstenir, de s'occuper uniquement de ses intérêts pour prendre en compte l'universel, cette capacité qu'il a, c'est sa liberté, son autonomie. Il faut se demander alors, d'où vient le mal? Si je suis capable de faire ça, d'où vient le mal? Et l'hypothèse que Kant faisait, mais de manière presque, il avait un peu hésité, disait, est-ce que quand nous faisons le mal, nous choisissons de la même manière de faire le mal? C'est ce qu'il appelle le mal radical, qui serait l'inverse exact de la liberté, c'est-à-dire non pas un mal fait par simplement le fait que mes désirs prennent le pas sur ma volonté, non pas le fait que je ne connais pas suffisamment les choses et donc je décide quelque chose que je crois universel mais qui ne l'est pas en fait. Le choix par la liberté du mal, de vouloir faire le mal, et ce serait la liberté. Et ça, Kant hésitait en disant mais on ne peut pas faire du mal la figure inverse du bien. Et Kant était plutôt resté on peut dire dans une culture chrétienne pour dire que le mal, on le fait on est emporté par quelque chose, mais on ne choisit pas. C'est Satan choisit le mal. Et donc il hésitait. Et Arendt disait à la fin de son livre, le mal radical, c'est peut-être ça, c'est-à-dire le choix d'exterminer une population. Là, on est quand même face à quelque chose qui dépasse l'égoïsme, exterminer des juifs qui vous avaient rien fait. On est au-delà d'une sorte de mal par préférence de soi. On est beaucoup plus loin. Et donc, elle émettait l'hypothèse du mal radical. Et puis, elle rencontre Eichmann, et on croit, c'est un mot, elle va dire, non, c'est pas le mal radical, c'est le mal banal. Quelle est la différence entre les deux? Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce mot de racine. C'est que, justement, si on essayait, en philosophe, d'essayer de comprendre comment ça s'était passé dans la tête d'Eichmann, on était bien incapable de faire remonter le désastre qu'il avait produit à des racines en lui, qu'il soit à un choix moral qui aurait été « je veux anéantir les juifs » ou « je veux produire du mal ». Il était totalement superficiel, il était totalement en surface, il n'y avait pas en lui. Elle ira même, vous imaginez en Israël à l'époque combien ça pouvait faire scandale, à en faire elle dit c'est un clown. C'est un clown, il est dans une sorte de pure surface. Et elle ira même jusqu'à dire « il me faisait rire aux éclats ». Ce qui est insupportable quand les victimes venaient témoigner, etc. Il me faisait... Mais qui répondait chez elle, qui avait une certaine froideur, une audace, il dit « il faut comprendre, il faut penser, il ne faut pas se laisser aborder, emporter par ses émotions ». Je ne pouvais que rire quand je voyais une sorte de clown qui disait « j'ai fait mon boulot, j'étais fier, regardez comment j'ai bien fait ». Et quand on comparait les victimes qui nous racontaient le désastre que ce comportement avait enclenché. Et donc, elle dit, les racines, non, ne croyez pas qu'on peut monter dans les racines, faire une psychiatrie des criminels nazis en essayant de voir dans leur petite enfance à quelle racine, à quel mobile, dans quel... Non, on est dans quelque chose, c'est ailleurs qu'il faut... C'est pas la psychologie, c'est pas... Aux ordres, il faut essayer de comprendre, mais à quoi a-t-il obéi? Si ce n'est pas les ordres. Ce n'est pas une haine personnelle vis-à-vis des Juifs. C'est, quand il essayait de s'en expliquer à Eichmann, il dit il y avait un problème juif, il fallait le résoudre. Mais il parle du problème au sens d'un problème, un problème technique. Et
de mon point de vue, nous avions trouvé la solution la plus optimale. Ça pose un problème moral, c'est-à-dire, oui, il ne faut pas être dupe du procès, mais il faut quand même être capable de voir que ce personnage pose une question philosophique et métaphysique, et pas uniquement une question juridique. Là, c'est le nombre, et vous dites, en nous tous, nous sommes tous. Il y a deux ambiguïtés que je voudrais lever. Quand Hannah Arendt dit mal, banalité du mal, elle ne veut pas dire qu'il y a un Eichmann en chacun d'entre nous. Certainement pas. Elle dit exactement, elle précise d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire qu'il y avait un Eichmann en chacun d'entre nous. Et elle ne veut pas uniquement dire que la banalité, c'est le fait que d'un nombre de crimes énormes qui se seraient banalisés. C'est pas tout à fait ça qu'elle veut dire. C'est pas qu'il y a un Eichmann entre nous. Ce qu'elle essaye de dire, c'est la banalité au sens, et on va y arriver dans le 3e paragraphe, elle va essayer d'expliciter c'est quoi ce manque de pensée. C'est-à-dire que nous croyons jusqu'ici, pour revenir à la question de monsieur sur la Bible au départ, nous croyons que les grandes figures du mal nécessitaient une volonté expresse, un plan arrêté, une volonté d'exterminer. Nous redécouvrons qu'en tout cas ceux qui ont mis en œuvre des crimes de cet ordre-là étaient habités par autre chose, et ce qu'elle appelle le manque de pensée. Le manque de pensée. Mais c'est quoi activer son esprit, être organisé pour agir sans penser. Parce que c'est pas uniquement l'appétit, je me mets devant ma télé et je me soucie plus du monde. C'était pas ça, Eichmann. C'est agir, être efficace, mais renoncer à penser à ce qu'on fait. C'est ça qui est en jeu. Et on va voir comment elle s'en explicite. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale, il se comportait aussi bien qu'il l'avait fait sous le régime nazi. Mais en présence de situations où manquait ce genre de routine, il était désemparé. Et son langage bourré de clichés produisait à la barre, comme visiblement autrefois, pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés, phrases toutes faites. Clichés, phrases toutes faites, codes d'expression standardisés et conventionnels ont pour fonction reconnue socialement de protéger de la réalité, c'est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent à l'attention de par leur existence même. On serait vite épuisé à céder sans cesse à ces sollicitations. La seule différence entre Eichmann et le reste de l'humanité est que de toute évidence, il les ignorait totalement. Alors, il y a un très beau livre, un terrible livre de Christophe Browning qui s'appelle comment ça s'appelle non, c'est sur justement, il y a le terme ordinaire, un bataillon ordinaire ou quelque chose comme ça, qui raconte la manière dont les gens n'ont pas le génocide par balle. Et ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas des exceptions au sens Iago Macbeth, c'est ça l'ordinaire. Mais c'est pas en nous une pulsion qui serait une pulsion du mal. C'est justement pas une pulsion. Si c'était une pulsion, il n'y aurait finalement qu'à faire une sorte d'exercice d'endurance pour éviter le mal. S'il y avait en nous, comme Freud le dit, une pulsion de mort, une pulsion de vie, et qu'il fallait essayer de donner son poids à la vie, ce serait. Donc il y aurait entre nous le blanc et le noir, une sorte de manichéisme psychologique, et on aurait à faire un effort. C'est pas ça. Ce sont des gens ordinaires, ils ne sont pas habités par des pulsions, mais ils activent leur esprit, ils ne pensent pas ce qu'ils font. Penser ce qu'on fait, c'est ça qui est décisif. Et elle en vient, elle conclura le passage en disant, je n'ai pas pu vous le reprendre, mais elle dira, la conclusion, l'activité de penser en elle-même, l'habitude d'examiner tout ce qui se produit ou attire l'attention, cette activité fait-elle partie des conditions qui poussent l'homme à éviter le mal et même le conditionnent négativement à son égard. Donc, d'habitude on distingue la pensée et la capacité de faire le bien et le mal. Et là, elle redécouvre face à Eichmann que si on est dans c'est un peu simple en même temps. Si on réfléchit uniquement aux moyens pour mettre en œuvre une opération sans réfléchir à quelle est la finalité, tout ira bien. C'est plus compliqué que ça, puisqu'elle avait eu le spectacle de Heidegger qui avait mobilisé toute sa faculté de penser au service d'une idéologie qui était d'une platitude et donc
c'est le dernier tome de sa réflexion, où elle essaiera de réfléchir qu'est-ce que c'est que penser. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui ne serait pas un monologue intérieur où je me ferme et justement je deviens uniquement conceptuel. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui aurait en elle quelque chose déjà de éthique? Et c'est ce qu'elle appellera le 2 en 1. Elle admirait ça par exemple à la différence de Heidegger, chez Karl Jaspers, qui elle disait c'est le seul intellectuel allemand qui a réussi à se prémunir contre le langage totalitaire, qui n'a jamais levé sa main, qui n'a jamais utilisé la sémantique nazie. Et comment avait-il fait? Il avait maintenu, dit-elle, le 2 en 1 socratique, le dialogue de soi avec soi. Il avait fait une petite république avec sa femme, il s'était isolé, il continuait à penser ensemble avec sa femme, ça c'était Jaspers, à la différence du philosophe qui s'enferme en lui-même. C'est ce qu'elle appelle le 2 en 1 socratique, c'est-à-dire la capacité à intégrer l'autre dans sa pensée avec soi, à faire un dialogue intérieur, et pour chercher donc dans la pensée, la faculté de penser, mais pas une pensée qui serait juste je critique et donc je suis libre, une vraie pensée. Il y a le dialogue de soi avec soi, intégrer l'altérité dans sa pensée, c'est se prémunir dans une action qui se fermerait à l'altérité. Vous parliez d'empathie, mais il y a de l'empathie, mais c'est aussi l'incapacité à se mettre à la place de l'autre, mais déjà le faire intellectuellement quand on pense. Voilà un petit peu, on est allé un peu très très vite à la fin.